monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là. À tous ceux et celles qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. Évidemment, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, Spotify, Apple Podcasts, on est sur Amazon, on est sur Facebook, on est littéralement partout. Allez nous trouver, abonnez-vous, partagez. Toutes ces belles choses-là nous aident à grandir notre petit balado et on vous remercie énormément. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien. Et Là, c'est parti. Là ouais. On est en... Ouais. Ben ouais, ben en plus, tu sais, c'est drôle là, parce que c'est à la fois, c'est la fin des vacances pour un certain nombre de personnes. Évidemment, il y en a toujours quelques-uns jusqu'en début septembre. Là, mais tu sais, je veux dire, c'est la fin des vacances. On recommence à avoir un rythme normal. Parce que même quand il y a de la job, en tout cas dans mon cas, il y a pas mal de jobs cet été, mais tu sais, le rythme est toujours différent pendant l'été, même quand tu as de la job. Et là, on dirait que les choses rentrent l'une après l'autre dans l'ordre. Et en même temps, l'actualité politique nous amène doucement. Non, mais c'est fou à quel point ça va vite. Parce que, tu sais, nous, la semaine passée, on a dit, OK, don't worry, tu sais, on va faire des épisodes, on va voir comment on va le faire. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, on avait peut-être 1 ou 2 semaines, tu sais, avant que le sérieux rentre dans le monde politique, élection, etc. Mais non, tu vois, il y a une semaine qui vient de passer remplie d'affaires. Oui, exactement. Il y a beaucoup on a du stock à discuter, donc on va commencer. Par quoi tu veux commencer? Est-ce que tu veux qu'on commence par le commencement? Mais là, il y a pas mal parce que ça bouge évidemment au provincial. Il y a une élection, tout le monde est pas mal en mode élection déjà, mais ça bouge aussi au fédéral. Donc on va, tu sais. Mais là, alors écoute, on va quand même parler, on va essayer d'être chronologique. Là, quand même, lundi dernier, il y a eu une annonce très, très, très importante. En fait, on en avait déjà parlé parce qu'il y avait déjà eu une entente de principe il y a un certain temps, il y a 1 an et demi environ, entre le Québec et Terre-Neuve et Labrador. Ouais. Sur l'électricité, en fait, sur le barrage, ouais, c'est ça, Churchill Falls. Et puis bon, juste pour s'en souvenir, se rappeler un petit peu, ça c'était avec un gouvernement libéral à Terre-Neuve et Labrador que M. Legault à l'époque s'était entendu. Il y a eu des élections entre-temps, puis le conservateur qui est premier ministre en ce moment de Terre-Neuve-Labrador, dont j'oublie le nom toujours, et avait dit, lui, pendant la campagne électorale, moi, cette entente avec le Québec, elle n'est pas assez bonne. Donc, moi, quand je serai PM, je vais la renégocier. Et il faut aussi, pour rappeler à ceux qui nous écoutent, pour Terre-Neuve-Labrador, une entente sur les barrages et la production d'électricité, etc., et la vente d'électricité au Québec, c'était une plaie ouverte qui a duré des décennies et des décennies parce que, à une certaine époque, le Québec avait eu un bon deal parce qu'il avait assumé une grande part du risque dans le monde des affaires. C'est comme ça que ça se passe. Puis c'était un côté business, là, même si c'était entre 2 provinces. Mais en même temps, les Terre-Neuviens n'avaient jamais totalement avalé ça. Ils considéraient qu'ils s'étaient fait avoir, puis c'était une entente sur, je ne sais plus, moins 50 ans, 60 ans, whatever. Qui d'ailleurs techniquement devrait finir que d'ici 15 à 16 ans, là, mais qui finalement, si ce protocole d'entente, le nouveau, celui qu'on a annoncé lundi, le 2e protocole d'entente, était ratifié, on repart pour un autre 50 ans, mais dans d'autres... avec une nouvelle entente. Avec une nouvelle entente, mais tu sais, une entente gagnante-gagnante, c'est-à-dire que les Terre-Neuviens vont être heureux, les Québécois vont être heureux, puis même que si je reprends les termes du premier ministre Carney, c'est gagnante 4 fois, hein, gagnante. Pourquoi? Parce que les Premières Nations sont aussi concernées par ça, et bien sûr le fédéral, parce que le fédéral a joué un rôle là-dedans. Évidemment, Georges, comme toujours, là, on essaye de faire du contenu qui est un peu différent, bien sûr, que ce que rapportent les médias traditionnels, qui souvent, eux, sont plus dans le détail, etc. Et donc moi, je me fie plus à leur souci du détail et des chiffres, etc. Pour les détails spécifiques, là, en kilowattheure, puis combien ça coûte, combien de sous par kilowattheure, et puis pour les investissements, etc.,
il y a Radio-Canada, il y a TVA, il y a... Mais oui, allez chercher l'information. Allez chercher l'information. Tu sais, on s'appelle Politiquement parlant, donc on va parler plus de l'aspect plus politique. Donc, c'est quand même une belle annonce, on peut le dire. Mais oui, c'est une belle annonce. Puis en passant, c'est Tony Wakeham, le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador. Mais juste rapidement, juste pour comparer ce qui était dans l'attente en 2024 versus aujourd'hui, les comparatifs, là, pourquoi qu'on dit qu'il y a un avantage? Le Québec recevra 10 000 mégawatts versus le 7 200 qui était à l'annonce à l'époque. Et pour Terre-Neuve, voyons, attendez, je l'avais juste là. Et alors, le temps que tu le trouves, c'est 7 000, ouais, c'est 7 200 versus attends, précédente, attendez, c'est ça. Ben, c'est ça, mais... Non, c'est ça. C'est 7200, 2500 versus 1900. C'est ça. Et quand le projet sera complété, il peut produire jusqu'à 14 000 mégawatts. Puis en plus, puis pour Terre-Neuve, leur surplus d'électricité, ils pourront le vendre au Québec. Et il y a aussi la possibilité de vendre vers les États-Unis, chose qu'avant, ils n'étaient pas en mesure de faire. Exact. Donc, il y a des possibilités pour eux de le mettre en marché. Et en termes d'investissement, c'est un total de 70 milliards de $, 10 qui provient d'Ottawa et le 60 qui est partagé. Ouais. Et c'est important parce que c'est un deal qui a été fait entre deux provinces, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi le gouvernement fédéral qui était là. Dans ces investissements, c'est quand même pas pire. Là. Si ma mémoire est bonne, Christine Fréchette mentionnait qu'il y avait un 6,5 milliards qui était favorable au Québec là, dans l'intérieur de ce 10 milliards. Il y a des crédits d'impôt aussi qui vont se faire. Fait que, en tout cas, regarde, c'est une belle annonce. Pour les détails, encore une fois, c'est tellement bien fait. Il y a des trucs, il y a des articles qui sont très bien faits sur le site de Radio-Canada. Je sais aussi que au niveau de Québécois, là, que ce soit TVA ou que ce soit le Journal de Montréal, etc., ils couvrent très, très bien ça. Les détails sont très bien faits. Là, je les ai pas sous les yeux, mais je les ai lus en début de semaine. C'est très, très bien fait. C'est très bien expliqué en quoi c'est une très bonne chose. Mais maintenant, politiquement, moi, Georges, je te le dis, avant qu'on parle vraiment des autres, là, mais juste moi, personnellement, par rapport à mes convictions personnelles, donc que je n'impose à personne, je parle des miennes, ben pour moi, c'est un bel exemple d'un fédéralisme qui fonctionne. Parce que le fédéralisme, les gens réduisent ça à la présence d'un gouvernement fédéral avec qui tu te chicanes, puis il y a de l'argent ici. Non. Le fédéralisme, c'est plus que ça. Le fédéralisme, c'est deux provinces qui sont en train de s'entendre elles-mêmes et qui négocient elles-mêmes. Et parce que fondamentalement, c'est clairement dans leur champ de compétences, c'est des ressources naturelles, ça relève des ressources naturelles qui appartiennent donc aux provinces. Donc en termes de partenariat économique à l'intérieur de la Fédération canadienne, je trouve que c'est génial. Oui. Mais en plus, pour bonifier cette entente qui avait eu lieu, cette entente qui initialement s'était faite entre les deux anciens premiers ministres de Terre-Neuve-Labrador et du Québec, donc François Legault de notre côté, a été d'une certaine manière bonifié, surtout pour Terre-Neuve, il faut le dire. Mais le Québec trouve son compte quand même pas mal là-dedans, c'est-à-dire il y a des gains aussi pour le Québec là-dedans. Puis c'est avec le soutien d'Ottawa que ça a pu se faire. Et honnêtement, pour moi, c'est exactement comme ça que le Canada devrait fonctionner. Exact. Maintenant, au niveau de l'annonce, c'est sûr que c'est une annonce qui vient à quelques jours de l'élection. Puis là, on a vu les adversaires partir à l'attaque. Oh, comment, c'est l'opportunisme, etc., etc. Il faut pas oublier une chose, c'est un projet qui appartient à Hydro-Québec. Je comprends que Hydro-Québec, c'est le gouvernement du Québec, mais c'est pas comme si c'est Mme Fréchette qui a dit « Moi, je veux faire l'annonce », puis là, il a dit « Jon », peut-être, je sais pas, mais il faut pas oublier qu'en arrière-scène, il y a tout un travail qui est déjà fait par Hydro-Québec. C'est à eux autres qu'appartient ce projet-là, tu comprends? Ouais. Puis là, je comprends, évidemment, on est en politique, les oppositions, ils vont aller crier opportunisme, puis comment ça se fait que Mme Fréchette signe une entente alors que le Parlement ne fonctionne pas, puis bon, écoutez,
c'est une entente d'Hydro-Québec. OK? C'est la première ministre du Québec. Elle a entièrement le droit d'aller faire l'annonce. Si le fait que ça tombe qu'à quelques jours d'élection a été planifié ou non, écoutez, c'est ça la vie. C'est la première ministre du Québec qui va faire l'annonce qui est en passant une très bonne annonce pour le Québec. Ben oui. Puis honnêtement, là, on va se le dire, là. Et alors? Et si c'est de l'opportunisme? Et alors? Est-ce qu'elle a laissé le Québec pour compte? Non. J'aurais été le premier à la dénoncer si ça avait été le cas. Non. C'est une bonne annonce. J'espère que ça va être ratifié, que ce soit par le gouvernement de la CAQ ou par le prochain gouvernement, qui soit péquiste, libéral, ou qu'importe. Mais, et alors? Et si c'est de l'opportunisme? Écoute, si l'opportunisme est prêt à nous faire sortir d'une impasse de négociation, so be it. L'essentiel, c'est que tu ne vendes pas les Québécois à rabais. C'est ça qu'on veut pas. Mais tu sais, si ça fonctionne, puis que tant mieux pour elle, puis que ça la fait bien passer, tant mieux. Puis autre chose, Madame Fréchette est arrivée quand? Elle est arrivée techniquement c'était quoi, le 12 avril ou je sais pas trop quoi, là? Ouais. Bref, disons mi-avril. Ben écoute, quand tu arrives en poste mi-avril, puis que tu as des élections qui sont déclenchées fin août, 10 jours, c'est important, 10 jours. On peut répondre si tu veux. Non. Donc je te dis, 10 jours, c'est important. 10 jours dans un mandat qui a commencé il y a 4 mois, là, c'est important. Ça fait partie de son travail. Donc, alors écoute, si elle avait fait l'annonce pendant les élections, on aurait dit, bon, il y a de l'électoralisme là-dedans. Mais écoute, s'ils ont mis le pied sur l'accélérateur, ils ont mis le pied sur l'accélérateur. Par contre, un petit truc, là où je suis un petit peu moins d'accord avec toi, mais c'est correct, c'est la beauté aussi de l'échange. Je sais qu'il y a des personnes qui essayent de dire, c'est Hydro-Québec qui a négocié avec Newfoundland and Labrador Power, ou je ne sais pas comment ils l'appellent. Hydro. Oui, c'est normal, parce que fondamentalement, c'est les entités juridiques qui négocient. Mais dans les deux cas, là, en tout cas, dans le cas du Québec, je ne sais pas dans l'autre cas, là, mais dans le cas du Québec, là, c'est clairement c'est une société d'État. Société d'État. Puis une société d'État, ça appartient au gouvernement. Le gouvernement décide. Il n'y a pas de négociation que Hydro-Québec peut faire sans l'accord. C'est impossible. Puis il y a beaucoup de choses qui montent au niveau politique pour que ce soit débloqué. Parce qu'une négociation, pour en avoir fait moi-même, ce qui arrive, c'est qu'il y a toujours du give and take. Là, donc, il y a des éléments. Puis ces éléments-là, ces arbitrages-là se font au niveau politique. Donc, pour moi, c'est une entente que le gouvernement actuel a obtenue. Ensuite, on l'aime, c'est correct. On l'aime pas, c'est correct aussi. On peut critiquer, tout est critiquable. Mais je pense que c'était un bon coup. Loin de moi ici l'idée de vouloir promouvoir Madame Fréchette, d'autant plus que c'est quand même quelque chose qui a démarré il y a un certain temps. Là, c'est pas, il y avait déjà eu une première entente de principe entre les deux provinces, je le disais tantôt. Mais moi, je pense que d'être en mesure de boucler, c'est une bonne chose. Puis là, il faut la ratifier d'ici la fin de l'année. Puis monsieur, j'ai encore oublié son nom, de Terre-Neuve et Labrador. Wakeham, oui. Monsieur Wakeham, qui avait dit qu'il allait soumettre l'entente à un référendum aux citoyens de Terre-Neuve-Labrador, il est rendu que l'entente est tellement intéressante qu'il a dit qu'il allait la faire ratifier par le Parlement, ce qui est quand même démocratique, étant donné que le Parlement est représentatif de la population et est plus à même d'analyser aussi le contenu. Donc, honnêtement, moi, je trouve que c'est une belle annonce. Tant mieux si ça aide quelqu'un politiquement, mais moi, comme citoyen, je veux ce qu'il y a de mieux pour le Québec. Alors, peu importe le premier ministre ou la première ministre qui va apporter ça, je veux ce qu'il y a de mieux pour le Québec. Petite question, juste avant qu'on avance à d'autres choses plus en lien avec les élections.
Est-ce que tu trouves ça intéressant que encore dans autour de ces ententes-là, on voit Mark Carney, puis on a eu des discussions dans d'autres épisodes avec l'avenue de Madame Fréchette, où on a l'impression que Mark Carney lui a ouvert la porte pas mal, tu sais, avec les rencontres aux États-Unis, avec le premier ministre en France, le président en France. Il semble que Mark Carney est toujours quelque part qui aide un peu Madame Fréchette. Puis là, tout à coup, il se trouve à l'annonce lui-même. Puis il y a de l'aide du gouvernement fédéral en plus. Ben oui. Je sais pas. Oui. Ben, écoute, le seul bout que je nuancerais, c'est peut-être sur la relation avec la France, parce que ça, le Québec a sa relation privilégiée. Ouais. Donc, disons que Mme Fréchette a moins besoin de Mark Carney ou du fédéral avec la France. Mais par contre, je sais à quoi tu fais référence, notamment la question du lieu où allait être la fameuse banque pour la défense. Là. Ouais. Donc, parce qu'on sait que ça va être au Canada, on ne sait juste pas encore si c'est à Montréal, à Toronto, à Calgary ou à Vancouver. Là. Mais donc, c'est là de la confusion. Mais ce que je veux dire par là, là où je suis complètement d'accord avec toi, oui, monsieur Carney, je pense qu'il a fait plusieurs passes sur la palette, comme on dit dans le jargon de hockey. À Madame Fréchette. Oui, la rencontre avec Greer, qui est le négociateur en chef américain dans le cadre de la CEUM. Je sais qu'au gouvernement du Québec, ils se défendent, ils disent non, c'est pas ça, c'est le travail diplomatique du Québec, notamment avec son représentant à Washington, qu'on a déjà eu sur le podcast, Benjamin Belair. Je sais qu'il y a tout un spin là-dessus, mais je veux dire, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui croient fondamentalement. Tout le monde, ceux qui sont un petit peu renseignés, disons, là, en tout cas, savent très bien que le fédéral a facilité ça. Qu'importe que, bien sûr, quelqu'un l'ait fait. Peut-être, à un moment donné, tu peux peut-être accoucher opérationnellement de la rencontre avec ton réseau, mais le fédéral était impliqué, voulait ça. Oui. Ça s'est fait avec M. Greer. Il y a eu d'autres affaires, notamment 10 milliards de dollars d'ententes de transferts fédéraux sur plusieurs dossiers. Il y avait le logement, il y avait les infrastructures, il y avait un certain nombre de dossiers où il y a eu 10 milliards de dollars. Tu sais, c'est quand même quelque chose là, l'entente. Puis, écoute, on les a oubliés, mais on en avait parlé à l'époque là, où à chaque fois qu'il y avait. Donc oui, on peut dire que Monsieur Carney aide. Maintenant, on va se le dire. M. Carney ne fait pas ça juste pour les beaux yeux de Mme Fréchette. Il a aussi une job à faire. C'est sa job de le faire. Mais, tu sais, quelque part, au fond de moi, et c'est sans doute ce que tu as envie de dire. Mais oui, tu sais, il y a quelque chose de politique. C'est ça, on voit le PQ monter dans les sondages. Est-ce que M. Carney fait le calcul à savoir quel parti pourrait peut-être réussir le mieux à écarter le PQ du pouvoir? Est-ce que c'est les libéraux? Ben, je sais pas. C'est certainement pas les conservateurs au Québec solidaire. Donc, est-ce que j'investis beaucoup plus de temps, d'efforts, de visibilité avec la CAQ? Est-ce que c'est un coup de pouce qu'on leur donne? T'sais, évidemment, on soupçonne, on connaît pas les réponses, mais quand on jase comme ça, politique, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Écoute, regarde, il y a des choses qu'on saura pas, ou peut-être qu'on saura, mais à micro fermé. Oui, exact. Mais on dirait bien quand même que l'entente entre Mme Fréchette et M. Carney est quand même plutôt positive. Je crois, même si je ne m'abuse, que dans l'une des publicités de Mme Fréchette, on voit Carney. Mais tu sais, on s'entend que si M. Carney était très impopulaire, là, on l'aurait écarté. Là, tu sais, il est quand même assez populaire. Sachant que M. Carney incarne chez les Québécois aujourd'hui la personne en qui on peut avoir confiance dans les négociations avec les États-Unis. À un moment où Mme Fréchette veut aussi démontrer qu'elle est très active dans le dossier des tarifs et de la renégociation de la CEUM. On va en parler d'ailleurs. Alors, exactement, on va en parler. Alors, forcément, il y a ça. Bon, en même temps, je vais juste te dire,
là, si Mme Fréchette était assise à côté de nous, elle va dire « Bon, les boys, ça va, là. Oui, on s'entend bien parce qu'on doit travailler ensemble, là, mais je veux pas non plus que les gens croient que je suis à ce point-là folle du fédéral. Tu sais, genre, je m'en méfie aussi, etc. » Sans doute qu'elle voudrait nuancer un petit peu ça, parce que, tu sais, c'est toujours... Coalition Avenir Québec a un positionnement qui est quand même un peu spécial, là, tu sais, il faut quand même... c'est des équilibres. C'est-à-dire, alors, oui, c'est bien d'être avec les grands de ce monde et gérer les affaires, c'est bien, ça paraît bien, je suis une femme en action, etc. Mais en même temps, on veut pas trop non plus paraître comme ça va trop bien avec le fédéral, parce qu'il faut savoir durcir le temps avec le fédéral pour gagner des voix. Oui, et on va le voir très prochainement d'ailleurs. Tu sais, on est littéralement à l'aube d'une possible entente avec les États-Unis. Puis cette semaine, le message qui venait de justement Mme Fréchette, c'est « Hey, on veut de l'information, qu'est-ce qui se passe? » Donc, je ne sais pas si les voies de communication sont ouvertes, je ne sais pas comment la négociation se porte et à quel point les premiers ministres sont impliqués. On a eu la discussion justement la semaine passée où on disait que, tu sais, dans les champs de compétences des provinces, tu peux pas faire une négociation sans avoir l'accord ou le feu vert des provinces. Puis là, il semble que, tu sais, ça avance. On est tous pognés devant la télévision, justement, juste avant qu'on descende. On regardait le ministre canadien qui était, j'oublie son nom, puis en plus, il était McKinnon. Au transport? Non, Leblanc qui était à Washington. Ben oui. Donc, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que, tu sais, il va y avoir une annonce aujourd'hui, demain, tu sais? Puis la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe au Québec? On est en élection. La gestion de l'offre, c'est l'item numéro 1 dans cette entente-là. Puis on voit une Christine Fréchette qui est sortie justement hier pour dire, écoutez, je demande des réponses à nos questions du gouvernement fédéral. Donc, juste pour répondre à ta question, tu sais, oui, il y a cette séparation-là. Puis on risque de le voir beaucoup plus souvent. Mais écoute, c'est intéressant. Puis peut-être, regarde, tu vois, ça c'est le bout, je pense que ça vaut la peine d'en discuter un petit peu. Moi, c'est là que je trouve que c'est super, méga, ultra politique. Et pourquoi je dis ça? Parce que Mme Fréchette, c'est une femme quand même sérieuse. Elle n'est pas au poste qu'elle occupe pour rien, OK? Donc, Mme Fréchette, quand elle fait une rencontre avec Mark Carney et les 12 autres premiers ministres, c'est-à-dire des 9 autres provinces et des 3 territoires, quand elle fait une rencontre avec eux, puis que M. Carney est en train de leur dire, écoutez, on est proche d'un deal avec l'administration Trump, puis je vais vous partager de l'information super confidentielle, et je ne peux pas tout partager non plus avec vous. Vous comprendrez que les risques sont énormes pour notre pays. Donc, je vous dis juste ce que j'ai à vous dire. Donc, il donne l'information. Il donne peut-être pas toute l'information, mais il donne l'information. Madame Fréchette, elle ne va jamais sortir dans les médias pour dire « Bon, j'ai une partie de l'information, il en manque une autre, mais vous savez, là, chères Québécoises, chers Québécois, c'est normal parce que le gouvernement fédéral ne peut pas donner ces informations-là maintenant au risque de faire capoter le deal. » Elle ne dira jamais ça. Par contre, c'est plus facile pour elle de dire écoutez, on a écouté M. Carney, on a eu de l'information, mais je ne suis pas du tout rassuré. Je ne suis pas du tout rassuré parce que je n'ai pas les détails, puis on exige d'avoir ces détails-là. Puis ça te met aussi en position de leadership aussi. Mais évidemment. Donc, tu gardes en alerte l'électorat parce que si elle était là pour dire... Parce que Carney, là, il l'a dit publiquement, fait qu'il il a forcément dû leur dire aussi dans la rencontre, la gestion de l'offre n'a pas été touchée. T'sais, on verra le texte final, là, mais la gestion de l'offre n'a pas été touchée. Mais elle aurait pu le dire. Elle ne l'a pas dit. Parce qu'ils l'ont dit publiquement, donc techniquement, tu pourrais le dire. Mais c'est parce que tu veux garder les gens en alerte.
si tu perds si tu perds le sentiment d'urgence des électeurs, tu perds leur attention, puis tu les laisses aller vers d'autres partis politiques, le Parti québécois, le Parti libéral ou d'autres. Donc, en communication politique, c'était extrêmement important pour elle de sortir pour dire, en tant que première ministre du Québec, en tant que représentante numéro 1 de la nation québécoise, de sortir dire, ben moi, je suis pas rassuré. Donc, on garde les gens alertes et de dire, moi, j'exige du gouvernement fédéral de l'information. Bon, honnêtement, tu n'as pas grand-chose à exiger parce que ça reste de compétences fédérales. Parce que le fédéral ne peut pas négocier de toutes les manières les compétences du Québec. Mais elle dit, je l'exige. Mais c'est normal, elle se met dans la position où elle dit, je l'exige, c'est-à-dire je rentre avec toi dans un rapport de force politique. C'est ça qu'elle fait. Pour démontrer, pour faire la démonstration aux Québécois et aux électeurs québécois qu'elle est en maîtrise, qu'elle est là pour défendre les intérêts supérieurs du Québec. Donc, techniquement, elle a la posture qu'il faut. C'est exactement ce qu'on veut, que ce soit d'elle, de M. Saint-Pierre Plamondon, si c'est lui, de M. Milliard, bon, allez, on va dire Mme Gazal ou M. Duhem, mais voilà. Tu sais, je veux dire, c'est de ça qu'on attend d'un premier ministre du Québec. Donc, voilà. On va passer rapidement parce qu'il y a plein d'affaires qui sont arrivées cette semaine. Et encore plus intéressant pour moi, là, tout ce qui s'est passé avec Paul Saint-Pierre Plamondon et son annonce sur le référendum. Ça, pour moi, c'était majeur. Et ça fait des années maintenant qu'on le répète sur la constance et les convictions de Paul Saint-Pierre Plamondon. On a mentionné les sondages qui indiquaient que s'il faisait tomber, s'il l'enlevait, tout le discours du référendum, il est dans un territoire majoritaire, etc. Puis, moi, je n'étais pas d'accord. Les gens peuvent revenir en arrière, écouter ces épisodes-là. Puis moi, j'étais toujours... ma position, c'était non, on s'en fout des sondages. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa conviction, c'est sa constance. Les gens qui l'ont suivi puis qui ont fait en sorte que le PQ est au point où il est maintenant, c'est parce qu'ils ont suivi le leader et ce qu'il avait à dire. Il ne peut pas tout à coup changer de discours, etc. Mais là, cette semaine... il a fait un point de presse dans lequel il a dit que finalement, le climat avec les États-Unis n'est pas propice pour qu'on puisse procéder immédiatement à un référendum. Donc, tant et aussi longtemps que Trump est au pouvoir aux États-Unis, on ne pourra pas procéder vers un référendum. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas un référendum parce que le mandat au Québec va durer plus longtemps que le mandat de Trump, disons. Mais moi, je reviens à cette question-là, tu sais, entre garder ta conviction et ta constance dans ton message et de disparaître le discours du référendum parce que les sondages te donnaient majoritaire, on est où? Comment tu as vu ça, toi? Est-ce que c'est un move intelligent? Est-ce que c'est un positionnement électoraliste? Évidemment, oui, mais il a dû patiner pas mal pour s'expliquer, là, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ouais, en passant, c'est pas un point de presse, mais il l'avait mis sur Facebook, puis il avait dit qu'il allait faire une tournée médiatique, donc c'est ça exactement. Non, mais c'est juste pour que les gens qui nous suivent, là. Effectivement, Georges, toi et moi avons toujours dit une chose, effectivement, sur ce podcast-là. C'est que la plus grande force de Paul Saint-Pierre Plamondon, ça a été sa constance sur le message qu'il envoyait. Il n'y avait aucune... contradiction sur sa volonté de tenir un référendum lors d'un premier mandat. Il s'en est jamais caché. Ça fait longtemps qu'il le dit. Il continue de le dire. Puis en passant, non, il y a des gens qui disent qu'il recule. Moi, je trouve pas qu'il recule. Dans sa constance, la volonté d'organiser un référendum sur la souveraineté du Québec et séparer le Québec du reste du Canada, oui, c'est encore dans ses plans. Maintenant, lui, en disant qu'il ne va pas faire ça tant et pour autant que Trump sera au pouvoir aux États-Unis, là, il essaye, on s'entend, il y a un aspect de tactique politique, là, de stratégie, là.
Bon, d'abord, il venait de couper l'herbe sous le pied médiatique à Christine Fréchette. Oui, de l'annonce là, qu'on vient tout juste d'en parler. Parce que lui, il avait annoncé qu'il allait faire une annonce la journée même de ça, fait que une espèce d'éclipse médiatique qui nous a fait oublier Churchill Falls, c'est la bonne nouvelle que c'était. Ensuite, ça lui a permis, et surtout que c'était quelque chose qu'il avait déjà dit le soir de sa victoire dans Chicoutimi, dans le comté de Chicoutimi. Donc, il n'y avait rien de nouveau. Donc, ça, c'est le tactique. La stratégie, maintenant. La stratégie, c'est que il sait, il sent, il interprète, il analyse l'électorat à travers les sondages, les focus group et autres. Puis il sait, il ressent une forme de préoccupation très importante des Québécois par rapport à la situation avec les Américains et que forcément, l'idée même d'un référendum et l'idée même de réaliser l'indépendance du Québec, la souveraineté du Québec, viendrait dans un même contexte d'instabilité que celui causé par Trump. Donc c'est comme il se dit, il y a comme deux espèces d'instabilité en même temps. C'est une trop grosse bouchée pour les Québécois. Et je pense qu'il voit ça. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était rassurer, dire écoutez, dans le fond là, Trump il est pas là pour toujours. Par contre, notre pays, on le veut. Donc, on va l'organiser, le référendum. Mais puisque l'argument, c'est que Trump va nous faire mal, moi, je vous enlève cet argument-là. On va attendre que Trump s'en aille. Puis c'est là que M. Saint-Pierre Plamondon a quand même beaucoup de réponses à donner. Il en a sans doute à donner, c'est quelqu'un quand même d'intelligent, mais ensuite, il faut convaincre, parce qu'avoir tes réponses, c'est une chose, mais il faut que les gens embarquent et te croient. Mais moi, la première qui me vient à l'idée, c'est d'abord, on peut spéculer longtemps. Hein. Personne ne pensait qu'un président des États-Unis allait dire qu'il ferait un jour du Canada un 51e État. Donc aujourd'hui, il y a quelques mois, quand il laissait entendre qu'il pourrait faire un troisième mandat, changer la Constitution pour ça, etc., tu sais, je veux dire, OK, ça a l'air hypothétique. On a l'impression que je suis en train de faire de la science-fiction. Mais moi, tu m'aurais dit qu'un président des États-Unis allait dire 51e État. Je t'aurais dit, c'est de la science-fiction aussi. Ouais. Donc, avec Trump, on peut s'attendre à tout et on peut spéculer. Ça n'arrivera peut-être pas, mais voilà. Ça, c'est de 1. De 2, savons-nous qui va lui succéder? Est-ce que c'est quelqu'un de son parti? Est-ce que c'est quelqu'un de son mouvement MAGA? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait être plus Trump que Trump lui-même? C'est pas impossible, parce que le Trumpisme, c'est pas juste Donald Trump, puis quand il est là, c'est ça, puis quand il est plus là, il est plus là. Non, le Trumpisme a fait des émules. Des émules, ça veut dire a fait des petits. Donc des mini-Trump et des Trump en puissance et en attente, là, il y en a. Et ça se peut que Trump leur a pavé la voie pour être aussi sévère envers le Canada, voire encore plus sévère. Ouais. C'est une possibilité, ça. Puis l'autre affaire, excuse-moi, je te donne la parole là-dessus. Et l'autre affaire, Georges, est-ce que tu trouves pas que c'est une forme d'admission de sa part, à Paul Saint-Pierre Plamondon, que négocier avec les États-Unis, c'est peut-être plus difficile si on est le Québec tout seul, parce qu'on va avoir moins d'arguments que le Canada. Alors, on s'entend, hein? On va s'entendre. C'est une superpuissance. Le Canada n'est pas une superpuissance. Donc, le rapport de force est déjà débalancé entre Américains et Canadiens. On s'entend. Je ne suis pas en train de dire qu'on est égaux. Mais on peut-tu s'entendre que le Québec tout seul est encore moins? Il le serait encore moins. Ouais. Écoute, la potasse, qui est un des éléments stratégiques qu'il y a, etc., c'est dans l'Ouest canadien, c'est pas au Québec, ça. Tu sais? Fait que tu sais, je veux dire, donc dans les des négociations, on appelle ça des intérêts offensifs, des intérêts défensifs. Mais le Québec, voyons, honnêtement, regarde, je sais que je vais créer ce que je vais dire, là, je vais me recevoir des courriels, là. Mais le Canada, actuellement, est mieux à même de défendre les intérêts du Québec que le Québec tout seul lui-même.
je vais venir exactement à ce point-là, mais moi, il y a deux choses que j'ai pris de cette annonce-là. Une en faveur au PQ, l'autre peut-être moins. Et on parlait, tous les épisodes précédents, on discutait puis on disait à quel point toute la question référendaire risque de dérailler la campagne de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y a le référendum en Alberta, ça tombe en plein milieu de la campagne au Québec. Comment est-ce qu'il va faire pour se concentrer sur d'autres enjeux, sur sa plateforme, alors que le référendum. Tu sais, tu comprends? J'ai l'impression qu'avec ce move-là, il enlève une partie de l'équation qui pourrait lui nuire durant sa campagne et qui lui donne un peu un terrain de jeu où il peut aller se concentrer sur le reste de sa plateforme. C'est une bonne chose. Et je comprends cette stratégie-là. L'autre côté de la médaille, par contre, c'est est-ce qu'en faisant ça, il affaiblit sa crédibilité parce que, comme on vient de mentionner, il a bâti sa crédibilité sur sa constance et sur les choses auxquelles il croit, là, tu comprends? S'il commence à repousser le référendum, là, lorsque ça devient un peu encombrant politiquement, est-ce qu'il suit un peu le même passage que les leaders péquistes précédents? Tu comprends? Tout le monde était un peu peur d'aborder le sujet du référendum. Donc, est-ce qu'on tombe un peu dans ce terrain de jeu-là? Ça, c'est des choses qu'on va voir dans les prochaines semaines alors que la campagne commence, mais dans ma tête, quand j'ai vu cette annonce-là, j'ai dit, OK, bon, je comprends pourquoi qu'il le fait, ça a du sens, mais d'un autre côté, il peut prendre un coup dur là, envers ses appuis, envers sa crédibilité et cette constance-là qui l'a amené au niveau où est-ce qu'il est en ce moment. La dernière chose, pour revenir à ton point que tu disais justement, quand tu tapes sur le clou de l'indépendance du Québec et on est mieux à l'extérieur du Canada, puis on peut survivre, puis on va être un pays fort, etc., tous les arguments en faveur de la souveraineté du Québec. Mais si un Québec est souverain, ça ne veut pas dire qu'il va faire toujours beau. Tu comprends? Il va y avoir des périodes difficiles où peut-être tu vas devoir négocier avec des pays, où il va y avoir d'autres troubles, etc. Donc, c'est un peu ironique que ceci se passe là, avant une campagne électorale, alors que tu vendais complètement l'idée d'un Québec souverain. Et parce qu'il y a quelque chose qui arrive au niveau politique, au niveau économique, au niveau commercial, et à cause qu'il y a un leader de notre pays que tu n'aimes pas trop ou que tu veux pas trop faire affaire avec, tout à coup, il fait bon vivre au Canada, tu comprends? Je pense que il vient donner plein d'arguments aux fédéralistes et je sais pas comment ça va se développer. Il a passé toute la journée à faire les médias et à s'expliquer. Il a fait une très bonne job, là, il est quand même bon dans ses communications. Mais s'il y avait un argument que tu pouvais carrément donner aux fédéralistes, ben il l'a fait. Mais c'est pour ça d'ailleurs que que ce soit la Coalition Avenir Québec ou le Parti libéral du Québec, bon, je veux pas les mettre tous les deux dans le camp fédéraliste parce que techniquement la CAQ ne l'est pas, mais tu sais ce que je veux dire, à tout le moins ces deux partis-là qui ne veulent pas. Ouais. C'est-à-dire, elle n'est pas fédéraliste, mais en tout cas elle est anti-référendum là, jusqu'à preuve du contraire. Mais dans le fond, comment je vais te dire ça? Ils veulent le faire parler là-dessus. Puis pour eux, c'était un peu du bonbon. Parce que je comprends ce que tu disais tantôt, Georges. Tu disais, lui, il cherchait à éluder la question. C'est-à-dire faire en sorte que... En fait, parlons du référendum avant la campagne électorale pour que, rendu à la campagne électorale, on puisse parler d'autre chose. Parce que lui, sa plus grande peur, c'est que le référendum reporte au pouvoir les caquistes ou potentiellement les libéraux, tu vois? Que le référendum, dans le fond, soit un boulet pour lui, alors qu'en même temps, sa constance sur le référendum lui a permis de prendre les devants dans les sondages. Exact. Donc,
Donc, moi, personnellement, mais écoute, chacun, je regarde, je suis pas un stratège du Parti québécois, etc. Mais admettons, là, tu sais, je l'aurais été. Je pense, moi, personnellement, je n'en aurais pas parlé parce qu'on dirait que c'est lui qui a ramené le sujet. Ben oui. Puis c'est lui qui a rappelé que le contexte était difficile. Lui, il te dit, non, moi, je veux enlever l'argument de ma route. Je veux éluder un peu cette question. Mais tu veux éluder la question, parle d'autre chose. Parle-nous de santé, parle-nous d'économie, parle-nous des aînés, parle-nous de je sais pas moi, Mais c'est pour ça bien que d'autres je dis, choses. c'est un terrain très difficile pour lui parce que, comme tu dis, c'est lui qui nous a amenés là. On a justement parlé, les sondages qui le montraient majoritaire sans le référendum. Il a dit, oubliez ça, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Donc, il a renforcé son argument sur le référendum. Et là, à quelques jours de l'élection, tout à coup, on veut écarter le sujet du référendum parce que tu penses que ça peut te nuire. Donc, pour moi, écoute, on n'a même pas commencé, on ne sait pas comment cette élection-là va évoluer, mais je pense qu'il est pogné en deux mondes contradictoires où soit tu peux, avec ce move-là, gagner et mettre ton parti au pouvoir, ou tu peux tranquillement diluer même sa propre crédibilité. Mais en passant, Georges, il y a une raison pour laquelle lui, contrairement à Mme Marois qui avait dit on ne ferait pas de référendum dans un premier mandat, elle avait dit on va commencer par une gouvernance souverainiste. Je te rappelle par exemple que Jean-François Lisée aussi, lorsqu'il était chef, avait dit on ne fera pas de l'indépendance dans un premier mandat, etc. Pourquoi lui a pris à contre-pied de tout le monde? C'est-à-dire que lui, comme chef du PQ, jour 1, il a dit on va l'organiser. Mais c'est parce qu'il essayait de se distinguer. Parce que si tu prends le PQ puis tu enlèves la souveraineté, ben tu deviens la CAQ. Parce que fondamentalement, à ce niveau-là, c'est-à-dire idéologiquement parlant, ils sont pareils. Les péquistes ne seraient pas d'accord, les caquistes non plus ne seraient pas d'accord avec ce que je dis, mais la réalité, c'est que les péquistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'aller toujours plus loin admettons, sur l'identité, ils veulent aller plus loin. Sur le français, ils veulent aller plus loin. Sur la laïcité, ils veulent aller plus loin. Sur le rapport au fédéral, ils veulent aller plus loin. Mais ils veulent aller plus loin parce que sur ces questions-là, à la base, la CAQ était pas mal pareil que le PQ avant, sans le référendum. Donc, ils essayent de se distinguer. Puis, regarde, c'est normal. Si tu veux vendre ton produit, si on peut appeler ton positionnement politique ou ta plateforme électorale un produit, mais si tu veux attirer l'attention des électeurs, il faut que tu te distingues. Donc là, il se distingue comme ça. Alors c'est sûr que s'il disait qu'il n'en organiserait pas, ben là, tu te distingues moins de la CAQ, là, tu comprends? Puis surtout qu'il y a des gens qui sont peut-être moins intenses sur les questions identitaires, qui veulent voter pour le PQ pour la souveraineté et pas nécessairement pour un renforcement de tous les aspects identitaires ou de la droitisation parfois extrême, il faut le dire, importée de France, parce que il faut aussi le dire, il y a des idées qui viennent de Paris, là. Tu sais, donc ça, c'est clair. Mais quand je dis de Paris, c'est pas Paris, la France, qui dit au Québec quoi faire, là, mais c'est une manière de dire, on est en train d'importer une politique à la française où, excuse-moi l'expression, on se déteste entre nous, là. Tu sais, je m'excuse, mais c'est pas mal ça, là, tu sais. Alors, donc, tu sais, c'est là qu'on est. Donc, c'est quand même assez surprenant, Georges, là, que lui-même l'ait amené. Parce que, écoute, il est pas fou à temps plein. Puis il est cohérent, puis il est à la tête des sondages, puis il fait bien ça. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, ses adversaires vont le ramener le sujet. Pourquoi tu le ramènes toi-même? Ramène-le pas, laisse-les les ramener. Tu as des arguments, tu es souverainiste, tu es convaincu, tu as ton livre bleu, tu as plein de chapitres là-dedans, plein écoute, tu as toutes les réponses, tu y répondras. Pourquoi tu le ramènes? Si tu le ramènes, là... Ben, tu donnes des munitions à tes adversaires et juste avant les élections. Et tu insécurises aussi les Québécois. Tu vas me dire, ouais, mais Salim, c'est un peu paradoxal avec le sondage d'il y a quelques semaines, quelques mois, là, il y a 3-4 mois, même pas, qui disait le PQ, sans un référendum, il deviendrait super majoritaire. Il montrait.
Ouais, mais là, il a pas dit sans référendum. Il a pas dit sans référendum. Il dit avec référendum. La seule chose qu'il dit, c'est tant que Donald Trump est là. Et ironiquement, je vais finir là-dessus. Ironiquement, donc dans le fond, nous autres Québécois, là, on va organiser un référendum sur l'avenir du Québec, sur la création d'un nouveau pays, si les Américains votent du bon bord. Ouais. Donc c'est-à-dire que s'ils revotent pour Donald Trump, bon, ça n'arrivera pas parce que c'est son deuxième ou terme. Les républicains. Ou des républicains ou des Trumpistes de son genre, on l'organise pas. Et d'ailleurs, c'est un peu ironique. C'est-à-dire la droite identitaire, parce que c'est une droite identitaire, ce qui prône, c'est un programme de droite identitaire, là, tu sais. Donc évidemment, ils sont à l'autre extrême du wokisme. Hein. C'est l'autre extrême. Autant le wokisme, personne ne peut supporter ça. Enfin, personne. Nous, en l'occurrence. Puis, lui, c'est m'excuse, là, mais c'est le wokisme dans l'autre sens. Là, tu sais. Donc, ils vont quasiment espérer, comme souverainistes, l'élection de certains woke démocrates. Ouais. Tu sais, un peu à la... Ocasio-Cortez. Ouais. Exactement, tu sais. Ouais. Elle ou d'autres, là, peu importe. Là, ils vont espérer que ce soit ce genre de personnes, donc des gens qui sont à leur opposé complet, soient au pouvoir aux États-Unis pour que enfin eux puissent aller de l'avant avec... honnêtement... Mais t'as raison, ça fait pas sérieux, là. Puis moi, je regarde ça comme si le Québec était un pays indépendant. Comment tu peux avancer en fonction de ce qui se passe ailleurs que t'as aucun contrôle, tu comprends? Donc, s'il y a une conviction que c'est ça qu'on veut ou c'est ça qu'on a besoin, ben va de l'avant. Va de l'avant, puis je suis d'accord avec toi, ramène pas le sujet. Anyway, ça va être intéressant. Ça a fait pas mal jaser le monde des médias. Mais là, on arrive, la campagne est à nos portes. Puis ça, c'est toujours intéressant, Salim, quand les partis annoncent un peu leur slogan. Puis on rit, là, les slogans, mais quand même, les slogans, les gens, c'est les mots-clics là, auxquels tu vas te tenir parce que c'est le type de message que tu veux passer et tu veux que... C'est quelque chose que tu veux que s'accroche, tu comprends? Tous les partis ont annoncé leur slogan, sauf la CAQ. Je me demandais si tu veux aller un par un pour voir... ça serait toujours intéressant de voir, est-ce que cette philosophie, si tu veux, là, le slogan, ça représente un peu ta philosophie durant cette campagne-là. Est-ce qu'il y a une relation avec le besoin des électeurs? Est-ce que tu vas aller rejoindre les électeurs basés sur ce que tu penses que tu vas leur présenter selon, évidemment, ton slogan? Et justement, on va commencer par le PLQ parce que je trouve ça quand même drôle. Là. Mais c'est visuel. Hein? Les slogans, avant qu'on passe... Ouais. Les slogans, d'abord, c'est souvent, on en parle 24 heures, peut-être 48 heures, puis après ça, on n'en parle plus. Les slogans, ça sert surtout au visuel. Ouais. Et le slogan, il permet aussi d'aider la définition. Donc, en théorie, ça doit être une sorte de petit support à ta définition. C'est-à-dire que tu te définis toi-même comme candidat, comme chef de parti, pour le fil conducteur de ta campagne. Okay. Puis ton slogan, il doit venir inspirer ton fil conducteur. En communication politique, c'est ça qui se passe. Donc bon, on va en parler, mais Georges, juste avant, parce que je sais que tu vas commencer par le PLQ, puisque la CAQ n'en a pas encore, en tout cas, elle ne l'a pas encore dévoilé. Mais la semaine dernière, je te disais quelque chose, puis regarde, disons que on dirait que je l'avais quasiment calé, comme on dit. Je l'avais prévisualisé là. Mais il y a un mot dans le slogan du PLQ dont j'avais parlé la semaine dernière en disant le PLQ devrait peut-être l'utiliser. Je ne sais pas si tu te souviens, parce qu'on parlait de régionalistes, nationalistes, fédéralistes. Puis, tu sais, je te disais, honnêtement, là, ça, c'est pas un slogan, ça en prendrait un autre. Finalement, ils ont dévoilé leur vrai slogan. Bon, ils sont arrivés quand même avec 3 idées, là, tu peux les donner.
Mais le slogan du PLQ, c'est « Rassembler, réparer, bâtir ». Donc, c'est des verbes d'action. Donc, rassembler, réparer, bâtir. Et ça, alors, c'est intéressant parce que moi, voilà comment je l'analyse, ce slogan-là. D'abord, moi, je trouve qu'il y a encore 3 idées. C'est moins pire. Je trouve que c'est beaucoup mieux que régionaliste, fédéraliste, nationaliste. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Mais il y a encore 3 idées. Mais c'est pas grave. C'est correct. Mais tu sais, rassembler et bâtir. On va prendre le premier et le dernier. Rassembler et bâtir. Tu sais, fondamentalement, là, tous les partis politiques, c'est ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est le propre même de la politique. La politique, c'est que tu veux rassembler du monde autour de tes idées pour pouvoir construire quelque chose pour la société. Donc, c'est correct, là, rassembler, bâtir. Mais le mot le plus important des 3, ici, d'un point de vue de la communication politique, c'est réparer. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te dis, la semaine dernière, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, tu sais, un positionnement du PLQ qui pourrait être intelligent, c'est de dire, moi, je veux réparer les pots cassés, le PQ veut mettre la clé sous la porte, là, fermer la shop, dans le fond. Puis moi, je veux redonner la fierté aux Québécois, mais tu sais, moi, c'était un peu... Tu sais, j'ai dit ça comme ça, là, tu sais, la semaine passée. Hey, je suis content, parce que honnêtement, je ne le connaissais pas. Je te jure, je l'ai découvert, comme tout le monde, là, hier ou avant-hier, le slogan du PLQ. Et quand j'ai vu réparer, je me suis dit, ça, honnêtement, le seul parti politique qui peut utiliser le mot réparer, c'est lui. C'est le PLQ. Parce que la CAQ, si elle parle de réparer, c'est comme un aveu d'échec, comme si eux n'avaient pas réparé ou que ce soit eux qui avaient causé certains dégâts. Le PQ ne veut pas réparer. Ils vont te dire qu'ils veulent réparer le système, je ne sais pas moi, de santé ou autre, etc. Mais fondamentalement, quand tu parles de réparer, tu parles d'une globalité aussi. Là, tu sais. Le PQ veut pas réparer. Le PQ, il veut faire, comme ce que je te dis, il veut fermer la shop et en fait, il veut pas réparer, il veut déménager dans le chalet à temps plein. C'est comme, c'est ça qu'il veut. Non, mais littéralement, tu sais, je veux dire, c'est un peu ça. Donc, l'idée n'est pas tant de réparer ou tout du moins de dire, quand on aura notre pays, les choses vont aller mieux. Puis évidemment, tu sais, les autres partis politiques, Québec solidaire ils sont dans une classe à part là. Ils ne courent pas pour créer pour former un gouvernement. Donc tu sais, c'est quand même, moi je trouve que le mot réparer au PLQ, ça peut pogner un peu. Donc bravo à ceux qui l'ont trouvé. Puis les adversaires vont devoir trouver un moyen de contrer ça. Moi, j'ai trouvé drôle parce qu'on a des amis qui commentent la politique, et notamment Rodolphe. Quand ils ont dévoilé le slogan, Rodolphe l'a mis, puis en dessous, il a mis le candidat dans la belle qui finalement se retirait comme candidat. Puis ça fait drôle, tu sais, rassembler, puis là, t'as ton candidat qui quitte. Puis c'est pas juste le seul, il faut le dire, là, tu sais, parce que c'est une question aussi de crédibilité. Comment tu vas faire pour rassembler quand tu peux même pas former une équipe, là, tu sais, c'est quoi? C'était le 6e qui quitte? C'est le 6e. Ouais, mais tu comprends? Ouais, mais c'est une joke évidemment, mais c'est juste que le timing, là, des fois on parle du timing. Georges, je suis d'accord avec toi en termes de perception. Le 6e qui quitte, c'est pas le fun, etc. Rodolphe Ousny, qu'on a déjà reçu ici, là, qui effectivement commente la politique à l'occasion dans les médias. Enfin, à l'occasion, régulièrement. Ouais. Régulièrement. Oui, je l'ai vu, je savais de quoi tu allais parler. Écoute, oui, ça m'a fait sourire. Mais tu sais, à un moment donné aussi, il faut aller au-delà du commentaire et y penser, bien y penser. Honnêtement, là, aujourd'hui, je mets au défi du monde d'aller en politique. C'est extrêmement difficile. Puis je parle pas de ces candidats-là qui voulaient y aller puis qui sont sortis. Mais c'est d'une manière générale. Tu peux être Charles Milliard, tu peux être Christine Fréchette, tu peux être Paul Saint-Pierre Plamondon. Honnêtement, là, c'est difficile. Trouver du monde qui veut aller en politique, là, c'est extrême.
la politique est pas intéressante. Fait que, et les médias et les commentateurs, puis j'ai rien contre ça parce que moi-même je commente la politique dans les médias. Ben, tu sais, on est des anciens stratèges, on voit des trucs, tu sais, on le sort, puis on le sait, la subtilité. Mais le message qu'on envoie à la population et aux gens qui vont potentiellement un jour être intéressés par la politique ou être approchés pour en faire, on leur donne pas le goût. Ouais. On leur donne pas le goût. Ouais. Tu sais, dans le fond, ce qu'on est en train de leur dire, c'est vous allez voir, c'est des paillettes, vous allez être attirés par les paillettes, puis une fois que vous êtes dedans, vous allez vouloir en sortir. Mais oui, mais si on n'encourage pas notre monde aussi à aller en politique, on va toujours avoir une classe politique qui n'arrête pas de régresser. Puis j'en ai parlé la semaine dernière notamment. Ouais. D'ailleurs, ça fait réagir cette discussion que tu as amenée. Hein. Il y a du monde qui m'a appelé, appelé au téléphone. Laquelle? Où tu parlais de la qualité des candidatures. Ah, ouais. Et que moi, j'ai ramené la classe politique, comment elle est en train de dégringoler en qualité, etc. J'ai reçu plusieurs appels à ce sujet. J'ai oublié de te le dire, mais je te le dis. Là. Bon, okay. Fait que... mais tu sais, donc oui, on peut dire, oui, alors ce matin, il nous dit rassembler, et l'après-midi, il y a un de ses candidats qui s'en va. Mais oui, mais on vit une période difficile. Là, franchement, là, écoute, on peut pas ramasser d'argent parce qu'à 100 pièces par électeur, tu ramasses pas d'argent. Ouais. Les partis politiques sont plus capables, n'ont pas assez d'argent pour aller rejoindre le monde. C'est ça la vérité. C'est que la vérité, c'est qu'on va rentrer dans une campagne électorale. Les gens vont savoir qu'il y a une campagne électorale parce qu'il y a des médias qui vont couvrir. Mais les candidats et candidates sont même pas capables d'arriver jusqu'à leurs électeurs. Bon, ils sont complètement limités avec les ressources. Le financement des campagnes est tombé vraiment. C'est épouvantable. Honnêtement, il faut le dire. On peut pas faire de la bonne politique au Québec. On n'a pas les moyens parce que c'est 100 pièces. On va dire, mais c'est parce que quand c'était plus que 100 pièces, il y a eu des abus. Ben oui, mais trouve des moyens pour pas qu'il y ait d'abus, mais trouve les moyens que ces partis politiques-là soient encore capables de les rejoindre. Pourquoi tu penses que les partis politiques aujourd'hui essayent d'attirer du monde? Regarde, par exemple, la CAQ est allée chercher Geneviève Peterson, là, qui était une chroniqueuse à la radio. Tu sais, bon, fine, très bien. Elle a sans doute des qualités, j'imagine. C'est pour ça qu'elle, en tout cas, elle pense qu'elle peut servir la population. Fine, très bien, j'ai pas de problème. Mais à ton avis, pourquoi ils sont allés chercher Geneviève Peterson plutôt qu'un entrepreneur de je sais pas quoi? L'entrepreneur, il te dit, moi, je veux pas aller en politique. Je dois tout laisser de côté, puis en plus, on va me taper sur la gueule. Ah ouais. Tu sais? Puis, en plus, les partis politiques veulent des gens qui ont de la notoriété. Mais pourquoi ils veulent des gens qui ont de la notoriété? Parce que les partis politiques sont plus capables de créer de notoriété autour de leurs candidats qui ne sont pas déjà connus. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ouais. Fait que, tu sais, le candidat, là, qui sont allés chercher à Laval, les libéraux, par exemple, là, c'était un gars qui était avec Charles Milliard dans un comité de l'université Bishop ou je sais pas trop quoi. Là. Charles Milliard l'a trouvé très bien et l'a recruté à Laval. Moi, je le connais pas, là, mais tu sais, je prends lui comme exemple. Hein, ça pourrait être un autre. Hein, c'est pas... Mais comment tu peux créer une forme de dynamisme autour de sa candidature, lui qui est connu de personne, littéralement, là. Puis, comment tu peux créer... Donc, dans le fond, soit tu es connu, soit il faut qu'on investisse pour te faire connaître. Ouais. Mais on peut pas investir, il n'y a pas d'argent dans les partis politiques. Ouais. Non, la game a beaucoup changé. Revenons au slogan. Donc, pour le PLQ, rassembler, réparer, bâtir. Parti québécois, le choix de la confiance. Et ça nous ramène à la discussion qu'on vient d'avoir. Moi, je trouve que ce slogan-là est parfait. Il est parfait, puis il est complètement justifiable. Tu as un chef de parti qui a réussi à renaître ce parti-là qui était quasiment extinct. Il y a la conviction, il y a la constance. Là, avec ce qu'on vient de parler, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais je l'aime beaucoup, le choix de slogan. C'est sûr que
la confiance, tu sais, tantôt, ce que je te disais, c'est qu'un slogan de campagne devrait être un support à la trame narrative que tu veux avoir durant ta campagne électorale. Donc, la confiance, elle vient effectivement en support à ça dans le cas du Parti québécois. Parce que oui, en fait, pour les raisons que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire le Parti québécois revient de très, 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 très loin. Ils ont fait élire juste 3 députés en 2022. Puis là, ils sont en position de prendre le pouvoir, peut-être même en majoritaire. Donc, dans le fond, ils veulent incarner une confiance dans leur force, une confiance dans leur parti. Mais ils veulent aussi jouer sur la confiance d'un peuple d'aller vers la création de son pays. Ils veulent aller là-dedans. Écoute, mais c'est pas juste ça, c'est le mot confiance, hein, parce que lui, il joue beaucoup là-dessus. Confiance à qui? À Christine Fréchette qui c'est la même chose que François Legault, par exemple. On a vu les 8 années, là, je m'imagine en train de donner des arguments pour le Parti québécois. 8 ans, on a vu une situation économique déplorable, les finances publiques qui ont besoin un peu d'oxygène. Donc ça, est-ce qu'on fait confiance à ça? Est-ce qu'on fait confiance aux libéraux qui ont de la misère à même trouver leur leadership? Est-ce qu'on fait confiance à Québec solidaire, c'est littéralement un parti de la région de Montréal, tu comprends? Il y a beaucoup qu'on peut faire avec juste ce mot-là, là, à qui vous faites confiance. Non, effectivement. En tout cas, c'est intéressant parce que effectivement, tu vois, chacun va voir le mot confiance et l'interpréter à sa façon. Puis là, tu as une interprétation. Moi, j'en avais une autre, mais par contre, la tienne est tout à fait valide. Oui, effectivement, c'est fondamentalement en qui tu as envie d'avoir confiance. Est-ce que tu as envie d'avoir confiance dans un gouvernement qui vient de passer 8 ans et qui est peut-être aux yeux d'un certain nombre fatigué, puis que c'est le temps de le changer parce que c'est des cycles comme ça, de 8-9 ans au Québec là, qui arrivent. Est-ce que vous allez faire confiance au Parti libéral du Québec qui reviendrait au pouvoir alors qu'il l'a été avant la CAQ et puis qui a connu ses déboires, etc. Évidemment, la mauvaise presse va ressortir, etc. Oui, peut-être que c'est ça que ça veut dire. Mais moi, je le vois aussi comme confiance dans leur projet, parce que veut pas, c'est quand même central. C'est l'article numéro 1 du Parti québécois. Sa raison d'être, c'est de faire du Québec un pays. C'est avant de gérer la santé, avant de s'occuper des aînés, avant de t'occuper des écoles, avant de t'occuper de tout ça, tout ce que tu veux, avant tout ça, je te dis pas que pour les Québécois, je suis pas en train de te dire que pour les péquistes, c'est pas important. C'est pas ça mon point. Hein. C'est important tout ça. Mais avant tout ça, il y a faire du Québec un pays. C'est-à-dire que même leur argument à eux, Salim, c'est que pour prendre soin de tout ça qui est important, on a besoin d'être indépendant. Donc ça, c'est la première étape afin qu'on puisse c'est ça. Évidemment, certains, ils seraient là avec nous, ils vont te dire non, mais nuançons les choses. On sait bien que le Québec ne va pas se faire au jour 1 où on va prendre le pouvoir, puis on va se dire, OK, on se sépare, puis là, tu sais, il y a des gens qui vont te dire, il y a des étapes à ça, puis de toutes les manières, il va falloir qu'on gère. Mais veut pas, tu sais, à un moment donné, tu sais, je veux dire, qu'ils changent la constitution de leur parti, puis on le verra différemment. Regarde, Québec solidaire, on le sait que c'est des indépendantistes. On le sait qu'ils sont souverainistes. Mais quand tu penses à Québec solidaire, tu penses pas ça en premier. Alors que tu penses en premier à ça dans le cadre du Parti québécois. Ouais. Le Parti québécois, même sur les questions de langue, de culture, d'identité, de laïcité, d'immigration, tout ça va dans le sens de l'indépendance du Québec. Ça va pas dans un autre sens. Parce que, tu sais, veux pas, on est au Québec, les choses se passent en français. Le français, c'est toujours quelque chose qu'on va chérir, puis qu'on va devoir protéger et promouvoir, parce qu'on parle toujours de protéger le français, mais on oublie qu'il faut le promouvoir aussi.
dans le sport, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais on peut-tu attaquer un petit peu? Parce que là, pour le moment, j'ai l'impression qu'on est tout le temps sur la défensive. Donc c'est un peu... C'est ça. Mais tout ça, pour le PQ, ça s'en va dans le sens de l'indépendance du Québec. Si l'indépendance du Québec n'était pas l'article numéro 1 du Parti québécois et la volonté ultime et suprême du Parti québécois, ben ce serait un peu comme la CAQ. Et sur toutes ces questions-là, ils iraient moins loin. La CAQ est déjà pas mal identitaire. Mais le PQ souhaite aller plus loin. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu sais, je veux dire, tu mets les forces pour aller vers la souveraineté du Québec. Alors, évidemment, il n'y a pas une façon d'y arriver à la souveraineté du Québec. Mais ce qu'on voit actuellement, le leadership de M. Saint-Pierre Plamondon, quand on lit tout ce qu'il écrit sur Facebook, le virage identitaire de droite est là, tu sais, c'est parce qu'on veut se distinguer, on veut aller plus loin. Et si tu veux, pour lui, la culmination ultime de la question identitaire, c'est de faire du Québec un pays. Puis ça se respecte. En passant, là, moi, parce qu'on l'entend dans ce que je dis, puis évidemment, dans ce que tu dis aussi, mais je parle beaucoup. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que le projet se respecte, est respectable et surtout légitime? Totalement. Oui. On passe à Québec solidaire. Leur slogan, c'est possible. Puis c'est pas une coïncidence non plus. Tu sais, Québec solidaire qui veut faire rêver les gens, tu sais, qui veut inspirer les gens. Tu sais, se concentre beaucoup sur les programmes sociaux, le logement, le coût de la vie, le transport collectif, tu sais, la redistribution de la richesse, toutes ces belles choses-là qui, dans un monde imaginaire, on aimerait tous réaliser, et que tout à coup, c'est Québec solidaire, tu sais, avec l'argent magique qui va tomber du ciel, qui vont réussir, c'est possible. Et je trouve juste simplement que, tu sais, c'est un slogan qui match complètement avec la logique puis l'idéologie de Québec solidaire, c'est tout. Alors, j'aimerais ça parler rapidement de Québec solidaire. Québec solidaire, bon, alors c'est possible, donc c'est une manière de dire c'est possible d'y arriver, c'est possible de former le gouvernement. Je ne suis pas certain de très, 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 très bien saisir qu'est-ce qui est possible, mais ça veut dire que, dans le fond, ce qu'on essaye de... En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, hein, c'est qu'il est possible de faire avancer une sorte d'idéal qu'ils sont en train d'avancer. Écoute, oui, puis Québec solidaire, c'est vrai qu'il y a un petit côté idéologique parfois qui dérange chez Québec solidaire, mais on est en démocratie. Puis Québec solidaire est légitime, les idées de Québec solidaire sont légitimes, puis elles ne sont pas toutes mauvaises, mais je pense que la manière dont elles sont imbriquées fait en sorte que c'est un peu particulier pour eux. Je ne peux pas parler de Québec solidaire sans parler de cette semaine où Québec solidaire a quand même fait quelque chose qui, d'un point de vue politique, est très intéressant. Ils ont fait une sortie médiatique. Ils ont fait un point de presse, puis la co-porte-parole qui se présente, elle, pour le poste de première ministre, Serouba Ghazal, a fait la tournée de médias. Elle a bien fait ça. Ils ont fait un communiqué de presse avec, qui donne à peu près une dizaine de mesures qu'ils visent à mettre en place dans les 100 premiers jours d'un gouvernement solidaire. Bon, il est très peu probable que Québec solidaire forme le gouvernement, mais en tout cas, il l'espère. Sur les 10 mesures, il y en a 2 qui sont intéressantes et on target. C'est bon. D'abord, c'est le salaire minimum à $20. Mm-hmm. Alors attends, j'ai dit on target. Je ne suis pas en train de dire que je suis nécessairement favorable à ça. Je crois par contre qu'il y a un débat intéressant à faire.
parce que oui, l'augmentation du salaire minimum a plusieurs avantages, mais attention, le salaire, des augmentations trop nettes, etc. Et je dis pas ça parce que je veux pas que les gens qui gagnent le salaire minimum fassent pas plus d'argent. Je le souhaite, évidemment, ardemment. Mais par contre, ce que je souhaite encore plus, c'est qu'ils conservent leur job. Exact. donc moi, c'est un peu le bout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au moins, c'est une proposition qui se tient. On peut débattre, on peut être d'accord, on peut être en désaccord. C'est une position qui se tient. L'autre, c'est la question de geler l'augmentation des loyers, du prix des loyers. Le gouvernement a la possibilité d'agir là-dessus. Pourquoi pas? Je te dis, ça peut faire l'objet d'un débat. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça se tient. Je vous invite à aller voir les 8 autres demandes. C'est intéressant d'aller voir, pourquoi pas. Puis peut-être que ça va intéresser certains à voter Québec solidaire. C'est correct aussi, là, je veux dire, on est en démocratie. Mais honnêtement, c'est là que tu vois que Québec solidaire est prise dans sa difficulté d'être gouverné, la raison pour laquelle Gabriel Nadeau-Dubois est parti. C'est parce que c'est ingouvernable. C'est parce qu'évidemment, c'est des porte-paroles. C'est pas Mme Gazelle qui a choisi si c'est ça, ça. Mais ils arrivent avec des propositions, puis là, tu te dis, eh ben là, tu te perds. Je m'excuse, mais ils seront pas d'accord, mais c'est correct. De toute façon, si on pense pas pareil, on est forcément pas d'accord. Mais ils se perdent. Tu sais, autant j'étais en train de me dire, les 2 premières mesures, ça se tient, puis après ça, je me dis, mais pourquoi ça fait... Pourquoi là? Pourquoi tu dis que c'était tes priorités des 100 premiers jours? À la limite, dis que oui, que ce soit tes positions, c'est correct. Mais pas les 100 premiers... Je veux dire, dis pas que c'était tes 10 priorités. Ouais. Il y en a forcément d'autres. Et je te le dis, il y en a certaines, Georges, tu vas les lire, il n'y a pas un chat qui va voter pour ça. Tu sais? Mais encore une fois, je te dis pas... Je veux pas disqualifier une idée politique parce qu'elles se valent toutes et tous parce qu'on est en démocratie. Mais ça peut pas être ce pourquoi une majorité de Québécois vont voter pour toi et former le gouvernement pour lequel, dans les 100 premiers jours, tu vas être là-dedans. Bref, en tout cas, excuse-moi, j'ai été un peu long sur Québec solidaire, mais je voulais le dire parce que j'ai eu à commenter là-dessus à la télé cette semaine et le problème, c'est que j'avais 11 secondes et j'ai pas pu aller au fond de mon idée, mais là, je l'ai un peu plus expliqué. Ouais. Mais on va y revenir. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, on va y revenir une fois la campagne commencée. On aura plus d'occasions de commenter les plateformes. Et je suis d'accord avec toi. Les plateformes de Québec solidaire, je sais pas dans quel monde on vit, mais de taxer les ultra-riches, on revient avec ça encore une fois. Mais c'est quoi un ultra-riche? Est-ce qu'on peut avoir une définition d'un ultra-riche? Est-ce qu'ils ont parlé d'ultra... c'est parce qu'ils parlent de ceux qui font 25 millions et plus, etc., parce que ça leur permettrait d'aller récupérer 5 milliards. Mais sais-tu quoi? Regarde. Sais-tu quoi? Cette proposition-là, on peut ne pas être d'accord, c'est correct. Mais à la limite, on peut la discuter aussi. Allez, j'ai dit 2, mais ça pourrait être 3. Mais honnêtement, il y en a d'autres, là, sincèrement, je suis pas sûr qu'il y ait du monde au Québec qui vont se dire, OK, pour cette... Enfin bref, je veux pas les discréditer parce que j'aime l'effort politique, j'aime l'effort intellectuel, etc. Donc, c'est dur de faire de la politique, je te le disais tantôt. C'est pas spécialement des mauvaises personnes. Il y a des mauvaises personnes partout, donc il doit y en avoir à Québec solidaire comme il y en a dans d'autres partis. Mais c'est pas ça le point. Mais les partis politiques, c'est nécessaire pour notre démocratie. Moi, je veux les respecter au même titre que je respecte les autres partis politiques. Mais je te le dis, je critique beaucoup les libéraux, pourtant une famille politique que j'ai bien connue de l'intérieur. Je critique la CAQ, le PQ, le PCQ aussi. Je les critique eux, mais tu sais, à un moment donné, professionnalise-toi. Ouais, non, 100%. Le dernier, le Parti conservateur du Québec, Oser pour vrai, le slogan des conservateurs, Oser pour vrai. Moi, je veux dire une chose sur Éric Duhaime, puis on le répète très souvent sur notre balado, watch out, c'est le leader, ou peut-être même c'est le parti qu'on néglige un peu, parce que
L'attention médiatique, c'est Christine Fréchet, c'est la première ministre. Bon, on a ses adversaires principaux, les libéraux et les péquistes, etc. Puis on a souvent ce réflexe-là d'ignorer les autres partis. Éric Duhem, là, parce qu'il a fait aussi quelques annonces, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler. La position d'Éric Duhem, moi, je la trouve très intéressante parce que lui, il s'en fout du discours référendaire. C'est très facile pour lui de se positionner et de se faufiler entre dans le bruit là, qui va se produire durant la campagne, entre la CAQ, entre le PQ, entre les libéraux. Lui, c'est très facile pour lui de dire, écoute, on s'en fout de ça. Les gens veulent pas de ça. Les gens veulent A, B, C, D. Voici ce qu'on va faire. On va couper les taxes. On va couper dans la fonction publique. Tu sais, quelques annonces qu'il a faites. Lui, il a trouvé sa voie, puis il fonce. Est-ce qu'il va aller chercher des votes partout au Québec? Probablement pas. Mais dans les régions où il doit se concentrer, il choisit des éléments qui risque de finalement faire pénétrer les conservateurs dans l'Assemblée nationale. Écoute, c'est vrai. Je partage ton opinion au sujet d'Éric Duhem, qu'en passant, je trouve politiquement très habile. Oui. Je l'ai toujours dit sur ce podcast et je le redis encore. Les 2 dernières semaines ont démontré qu'il était très habile. Je vais l'expliquer, mais là, on parlait de « Oser pour vrai », c'est son slogan. Et je trouve que son slogan est très bon parce qu'il a fait mûrir le fruit, je crois, du Parti conservateur du Québec, qui avait récolté plus de 500 000 voix aux dernières élections sans être en mesure de faire élire un seul député. Et je crois qu'en 2022, il avait un petit peu surfé sur la vague des anti-vaccins, sur la pandémie, etc. Tous les gens qui étaient frustrés. Oui, mais sauf que là, c'est plus juste ça. Là. Je veux dire, d'ailleurs, on n'en parle même plus de ça. Hein, il parle de bien d'autres choses que de ça en ce moment. Là, et donc, je trouve que c'est quand même habile, oser pour vrai, c'est-à-dire, en gros, là, si vous voulez véritablement oser quelque chose de nouveau, là, la seule chose à véritablement oser, c'est nous, les conservateurs du Québec. Ouais. C'est un peu ça le changement. C'est à la limite, pour être honnête, là, Québec solidaire aurait pu l'avoir aussi, mais c'est juste qu'en ce moment, Québec solidaire, ça va pas bien dans les sondages. Alors que à l'époque où ça allait mieux dans les sondages, par exemple en 2022, où ils s'attendaient à faire des gains plus significatifs, oser pour vrai aurait pu être un bon slogan pour Québec solidaire. Donc c'est ça. Pour Éric Duhem, je te parlais de 2 bonnes semaines. Écoute, la semaine dernière, ensuite on est d'accord, pas d'accord, c'est pas le point. Hein. La même chose que pour ce que je disais sur le PQ, d'accord, pas d'accord. Même chose sur Québec solidaire, d'accord, pas d'accord. Ben, c'est pareil encore avec les conservateurs. D'accord, pas d'accord avec eux. Éric Duhem a fait une sortie la semaine dernière remarquée avec Adrien Pouliot, qui est l'ancien chef du Parti conservateur et qui se présente d'ailleurs aux élections dans Darcy McGee. Et Adrien Pouliot et lui c'est Adrien Pouliot, c'est le critique ou le porte-parole en matière de finances et d'économie, là. Bon, il a fait une annonce, il a dit on va couper 47 milliards. Bon, je te le dis d'emblée, moi perso, là, qu'on fasse les ménages dans les finances publiques, je pense que c'est important. 47 milliards, je vois pas comment il fait. Comment tu fais pour couper 47 milliards? Honnêtement, c'est-à-dire... Dans 5 ans, ouais. Oui, je comprends. Mais même, 47 milliards. 47. Écoute, la vérificatrice générale était en train de dire il va falloir qu'on trouve ou couper 5 milliards pour arriver à l'équilibre budgétaire. Comment tu fais pour couper 47 milliards? 47 milliards, c'est la moitié de ton budget ou un truc du genre. Là. Comment tu fais ça? 47 milliards en passant, c'est presque le budget du ministère de la Santé au complet. C'est 52 milliards, celui de la Santé. 47 milliards, donc
Ben, c'est pas loin. C'est quand même 5 milliards, mais ce que je veux dire, c'est quasiment le budget au complet de la santé, là. Honnêtement, pour moi, c'est un peu farfelu comme promesse, mais Georges, il a fait politiquement ce qu'il devait faire. Une annonce, une conférence de presse dans le coin où il est le plus fort, où en tout cas il a la possibilité d'avoir le plus de visibilité. Puis il a ramené ses candidates, puis il a fait son speech, puis il a donné la parole à Adrien Pouliot, puis il l'a fait. Puis tu sais, tantôt tu parlais de Rodolphe Ousny, ça fait 2 fois qu'on parle de lui dans cet épisode. Il va nous aimer. Eh ben, il a dit aussi quelque chose de Éric Duhem la semaine dernière. Ben, qu'il a gagné la semaine politique. Ben oui, parce que honnêtement, qui aurait pensé que le Parti conservateur du Québec allait avoir la visibilité qu'il a eue la semaine dernière et d'avoir l'attention qu'il a eue? Alors oui, certes, c'est moins que quand tu es au gouvernement, etc., mais c'est pas grave. La victoire, elle est relative à ta situation. Ouais. Puis, et lui, honnêtement, a gagné. Effectivement, je suis d'accord avec Rodolphe, en tout cas plus que sur ce que tu as dit tantôt. Il a gagné sa semaine politique. Et cette semaine, il a fait une nouvelle sortie, puis il a dévoilé sa plateforme électorale. Oui, avant tout le monde. Puis est-ce qu'il parti qui n'a pas un recherchiste parce qu'ils n'ont pas de staff. Ben non, exact. Est-ce qu'il a chiffré sa plateforme déjà ou regarde, j'ai manqué peut-être ce détail-là, là, mais ce détail est important, mais je veux dire, j'ai pas cette information-là. Oui, mais il est à l'avance, puis il montre une certaine rigueur, une préparation, puis comme tu dis, tu sais, en élection, là, oui, c'est chaque jour, on gagne chaque journée, on gagne chaque semaine, puis tu sais, à la fin, c'est des petites victoires qui s'accumulent. On verra. On verra, honnêtement, c'est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Mais je pense que l'échiquier politique risque de bouger pas mal là, durant cette élection-là. Puis ça va être très, très, très intéressant de voir comment les choses vont évoluer à partir de, c'est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Quand l'élection va se déclencher. C'est la semaine prochaine. C'est le 27, donc la semaine prochaine. On est quoi là aujourd'hui? On est le 21. Ah, ben oui. Bon, donc dans 6 jours. La semaine prochaine. Et voilà. Ça arrive à grands pas, chers amis. Écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. Envoyez-nous des petits messages. Les slogans des partis, est-ce que vous aimez, vous aimez pas? Qu'est-ce que, tu sais, dites-nous ce que vous pensez. Allez vous abonner, on va mettre un point à cet épisode-là. On a un épisode extra aussi qui va sortir avec un invité. Donc, allez suivre ça sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et toutes les plateformes audio. Un grand merci à vous tous. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ben, moi, je pense qu'on peut dire que notre invité, c'est le maire de Saguenay. Ouais. Donc, ça va être le fun. Vous allez voir un bel épisode à écouter. Et puis, écoutez, comme on l'avait fait à la campagne fédérale il y a de ça 1 an et demi environ, on a l'intention aussi de faire des lives. Alors, on va vous tenir au courant. Exact. Donc, comme on dit chez les Anglais, stay tuned. Stay tuned. Ciao tout le monde. Bye bye.